Bienvenue au Polysécure, épisode spécial avec Cyber Citoyen. C'est la 16e collaboration que nous avons ensemble. Je suis avec Sam et Catherine. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, et toi? Bien. Vous voyez, je suis tout mêlé de commencer tout proche en diffusion live et j'ai de la misère à faire mon introduction dans le sens du monde. C'est bien fait ça de toute façon, ça. De toute façon, on s'amuse. De toute façon, c'est un peu ça l'objectif aussi. Cette fois-ci, on explore, on augmente notre reach, si on veut. On diffuse en live sur YouTube et sur Twitch cette fois-ci, ou sur Twitch ou sur YouTube. En premier, c'était respecter les règles que j'ai d'apprendre. Je commence aussi à apprendre les codes de ces plateformes, de ces diffusions live-là. On avait cette fois-ci un générique de début. Et je couperai pas trop rapidement le feed. Cette fois-ci, je commence à apprendre les codes un peu. Fait que je commence à ce vieux homme blanc-là est en train de comprendre comment tout ça fonctionne. Bref, cela étant dit, on a 3 sujets. On va commencer par le mouvement des États-Unis dans genre l'Amérique du Sud encore. Oui, ben c'est ça, je voulais vous parler du Honduras Gate, qui est une série d'articles qui a été publiée par un collectif de journalistes du Honduras principalement, qui sont anonymes pour protéger leur sécurité, parce que c'est pas toujours très bon pour la santé d'être un journaliste au Honduras. Donc, le Honduras Gate, c'est une série de fuites, de conversations sur Telegram, sur d'autres messageries aussi. Puis il y a beaucoup de conversations vocales, téléphoniques, etc., qui ont été fuitées par ce collectif-là de journalistes. Puis collectivement, ils appellent ça le Honduras Gate. Donc, c'est quoi le Honduras Gate? En gros, c'est un genre de complot pour essayer de remettre au pouvoir l'ancien président, Juan Orlando Hernández. Lui était président du Honduras. Il a été arrêté pour trafic de drogue pendant l'administration Biden. Il a été condamné pour ce trafic. Il a été extradé vers les États-Unis, condamné. Puis, condamné, je pense, à 45 ans de prison. Comme toute mauvaise personne, ben, il a été pardonné par Donald Trump, qui aime bien ça, pardonner des mauvaises personnes. Ça faisait suite à une grosse campagne de lobbying de la part de Roger Stone. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Remets-nous en contexte. Roger Stone, c'est un gars qui fait de la politique depuis des années. Il était comme, quand il était kid, il travaillait pour Nixon. Il est affectueusement, son rôle, c'est d'être un rat fucker. Donc, c'est celui qui va, trouver ben, c'est le terme en anglais. C'est celui qui va trouver comme qui va faire la sale job, là, qui va trouver les informations compromettantes, qui va trouver les choses scabreuses à sortir sur le candidat adverse, etc. Là, c'est l'homme de main là, pour ce genre de campagne-là. Il était très impliqué dans Trump 1. De mémoire, je pense qu'il y a un tatou de la face de Nixon sur lui. Là. En tout cas, c'est tout un personnage. Aussi, un autre sympathique personnage et génocidaire, Benjamin Netanyahu, a aussi participé à la campagne pour faire pardonner le président du Honduras. Et selon les révélations là, du Honduras Gate, Israël paierait pour un peu la logistique puis la future campagne de ce président-là. D'ailleurs, dans les conversations, il parle de planifier son retour au pays comme lorsque les procédures judiciaires vont être écartées, abandonnées. Puis, il est en train de négocier avec le président actuel pour reprendre sa place parce qu'ils ont comme un peu mis un genre de bonhomme en carton là en attendant. D'ailleurs, Trump avait donné son appui à l'actuel président, là, Nasri Asfoura. Puis il avait d'ailleurs dit que s'il n'était pas élu, il allait couper l'aide financière au Honduras. Si vous votez pas pour ce gars-là, je vais couper l'aide. En échange, ce que les États-Unis pensent et Israël finalement pense gagner, c'est la présence d'une base militaire. Pour les États-Unis, c'est d'avoir une présence militaire au Honduras, d'avoir aussi l'installation de zones économiques spéciales. Ils appellent ça des charter cities, ou c'est un peu des villes privées qui doivent pas se plier aux autres
loi du pays. Il y avait eu un essai de ça à Roatan aussi. Là, c'est le genre de paradis libertarien là, où que les gens peuvent aller faire un peu ce qu'ils veulent parce que dans cette ville-là, par exemple, les lois du pays ne s'appliquent pas. Et justement, ils veulent des What lois could qui go font wrong? Genre, qui peuvent faciliter justement les investissements en IA. C'est beaucoup pour essayer de faire mousser cela. C'est des paradis, ben, dans le fond, c'est des paradis fiscaux, de la façon que tu le nommes, ou c'est. Ben, fiscaux, ben, mais aussi tu sais, les règles environnementales, les règles en termes de main-d'œuvre, les règles, tu sais, tu sais, les règles normalement du pays s'appliquent comme pas dans une zone géographique. Ils ont comme un statut spécial. C'est comme parce que qui voudrait aller vivre là dans la mesure où tu peux te faire exploiter, t'as aucune règle, t'as rien. Là. Ton voisin se lève puis il peut aller te tuer littéralement. Sans autre répercussion que ça. Donc, il n'y a plus rien qui empêche toute pulsion étrange. Surtout sachant qu'on est dans une époque dans un moment de la civilisation humaine où les gens ont un peu de misère à retenir leur pulsion en plus. Hein. Fait que En tout cas, je ne sais pas qui. Moi, j'irais pas vivre dans cet endroit-là, mais en tout cas, c'est le genre de truc qui est sur la table. Là, ce qui se rapproche un peu, parce que jusque-là, c'est de la géopolitique. On se dit, mais pourquoi parle-t-on de ce genre de géopolitique-là dans un balado de citoyen de politique? C'est que dans les autres articles qui sont sortis par la suite, il y en a qui étaient quand même intéressants, c'est qu'il y a des informations qui ont coulé comme quoi que le Honduras travaillait à créer une équipe médiatique qui était financée par de l'argent public hondurien, mais aussi que Javier Milei, qui est le président de l'Argentine, avait donné à peu près 350 000 $ d'argent pour créer ce groupe-là. Puis l'idée, c'est de créer une genre de force de frappe, de désinformation pour contrer les gouvernements de gauche en Amérique latine. Donc, principalement en ce moment au Mexique et en Colombie. Puis ce sera un peu sous l'impulsion de Trump de dire, regarde, tu sais, le président de la Colombie, il m'énerve, celle au Mexique, elle fait pas ce que je veux. Donc, d'essayer d'avoir justement là, une force de frappe pour faire ce travail-là. que ça fait un peu le bordel dans la conversation, parce qu'à l'heure actuelle, techniquement, là, Trump est très à gauche en termes de politique de façon générale. C'est très... ouais, ben c'est ça. Parce que, tu sais, il subventionne beaucoup de choses, fait beaucoup d'interventionnisme de type gauchiste, il est très... fait qu'il est à droite socialement, mais à gauche fiscalement, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais, ben, tu sais, genre, il finance beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent de l'État, tu sais, il y a pas beaucoup de libéralisme dans ce qu'il fait. Il est pas très dans genre, l'État se désinvestit, rapetisse, ça, l'État grossit, tu sais, il y a beaucoup de choses, même si Doge a nettoyé le réel, il s'endette encore plus qu'il s'endettait avant, avec moins de services sociaux, mais tu sais, il est très gauchiste dans sa façon. C'est ça qui est un paradoxe parce que au-delà du fait qu'il se cache en arrière du conservatisme, dans le réel, il l'applique pas comme ça. Fait que je dirais pas que c'est du gauchisme parce que c'est un transfert d'argent vers les riches. Je veux dire, il y a un transfert d'argent vers... C'est du welfare comme n'importe quel autre welfare. Là. Tant qu'à moi, c'est quand t'aides du monde avec l'argent de l'État, c'est d'aider les gens avec l'argent de l'État. Quand l'État te vole, c'est une chose, mais quand l'État redonne l'argent à tes amis, c'est d'autres choses. Pour moi, c'est du welfare pour les riches. Tu sais, rendu là, c'est de la redistribution de richesse à des gens qui ont déjà de la richesse. C'est ça, mais c'est pas de la gauche. C'est pas gauchiste. C'est même dans la droite néolibérale, il y avait un transfert d'argent vers les riches. Là. Je veux dire, l'État rapetissait pas vraiment. On faisait juste changer où l'argent allait. Là. Mais le point, c'est juste que tous ces termes-là ne veulent plus rien dire maintenant par rapport à ce que ça a déjà été à une certaine époque où c'était plus facile de dire OK, bon, on a des choses un peu plus social-démocrates, on a des choses un peu plus conservateurs. Là, on est littéralement dans l'invasion de la vie privée des gens. Tu veux dire, le fait de contrôler les individus comme ils font, c'est pas très libertarien. Genre, foutez-moi patience, le moins de lois possible, puis tout le monde est libre. Là. Un peu comme tu mentionnes sur tes Shire City en Honduras, où ils sont vraiment dans un contexte libertarien là, quasi complet. Mm-hmm. C'est ça, dans le... Juste... Désolé d'avoir mêlé le sujet. Non, c'est correct. On va avoir un débat juste là-dessus, parce que moi, je pense... En tout cas, petite parenthèse.
Tu sais, politiquement, je pense que on peut... Le concept de fascisme permet beaucoup plus d'expliquer Trump. Parce que là, oui, l'État est utilisé pour financer certaines affaires. C'est pas du libéralisme économique pur, là. C'est pas l'Institut économique de Montréal, là, ce que Trump fait en ce moment. Mais en même temps, il n'y a aucun désir de diminuer les inégalités. Ben, c'est ça. Ce serait ça qui marquerait un gouvernement de gauche versus un gouvernement de droite. Un gouvernement ce serait un État ou un système qui essaye de diminuer les inégalités. Oui, Catherine? Mais en fait, ça me rappelle un peu quand je me donnais un cours sur les entreprises au cégep. Souvent, il y avait comme d'expliquer justement la gauche puis la droite. Puis, il fallait trouver une façon de l'expliquer sans tomber dans le politique actuel de la façon la plus neutre possible. Puis la façon que j'avais trouvé de l'expliquer, c'était que je me référais un peu à d'où est-ce que ça vient ce concept de gauche et droite-là. Puis c'était à l'époque justement de la Révolution française. Les gens qui croyaient typiquement que le commun prévalait sur l'individu s'assoyaient à gauche. Les gens qui étaient sur le contraire, non, l'individu au-dessus du commun, c'est plus important, s'assoyaient à droite. Sans dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Le belief, c'était juste, ça vaut pas la peine de sacrifier l'individu au profit de la communauté, versus on sacrifie pas la communauté pour le profit de l'individu. Puis donc, on regarde, mettons, ce que Trump fait. Je pense que c'est une version extrême de l'individu au lieu de la communauté parce qu'en fait, c'est comme lui qui s'avantage. C'est lui qui avantage ses amis aussi, toujours pour son profit, au-delà des avantages pour la communauté. Donc, dans cette description-là, de gauche versus droite, si on sort de tout ce qu'on voit, le discours online, si on revient à l'essentiel de ce que c'est censé être, je pense qu'on est dans une droite très extrême où est-ce que dans ce cas-ci, c'est Trump comme individu au dépend d'absolument tout le monde essentiellement sur la planète versus, donc on parle de la gauche, ce serait des fois de peut-être sacrifier un peu d'individualité pour la communauté, pour le bien commun, qui peut aussi être poussé dans un extrême que peut-être qu'on n'a pas envie non plus d'aller. Mais dans cette optique-là, pour moi, ça serait de droite. Intéressant, puis ça permet justement de sortir de l'espace politique parce que tu sais, on se fait juste regarder le spectre. En plus, c'est drôle parce que c'est les Français qui ont parti cette notion-là de gauche-droite. Si on regarde comment le spectre politique français, c'est assez particulier ce qui est là, puis justement, cette définition-là s'applique moins bien à tout ce qui définit le spectre politique français et je pense qu'on est peut-être mûr pour faire une mutation dans ce vocabulaire-là qui est rendu complètement, à mon sens, inadéquat pour représenter où on en est vraiment dans la façon de représenter l'État ou en tout cas les partis politiques se situent dans un spectre qui est peut-être plus communautaire ou moins communautaire ou plus individualiste, comme on veut le nommer. Là. Oui, puis tu sais, il y a la fenêtre d'Overton qui vient aller changer un peu les trucs où est-ce que le centre s'est rendu quoi. Notre centre perceptuel a tendance à être c'est quoi les politiques actuelles? Est-ce que c'est le vrai centre des politiques overall? Pas nécessairement. Surtout qu'on voit que le discours bouge un peu en ce moment vers la droite, individu au-dessus de la communauté. Là, on s'entend, on reste dans ce contexte-là. Fait que sachant que nos politiques se déplacent de ce côté-là, ben notre centre devient différent de ce que ça aurait pu être il y a quelques années déjà en partant. Et tu sais, l'exemple que je donne beaucoup à mes étudiants par rapport à la fenêtre d'Overton, pour ceux qui savent pas peut-être dans les chats, whatever, qu'est-ce que c'est un peu un snapshot de où est-ce qu'on est politiquement dans nos idéologies en tant que société. Puis la fenêtre d'Overton, c'est ce qui est acceptable de discuter en société. Le centre étant, c'est quoi la politique actuelle? Les idées plus radicalisées étant ce qui est à l'extérieur de ce cadre-là. Puis l'exemple classique pour démontrer comment les choses changent, c'est que dans les années 70, la politique, c'était que les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'appui de leur mari. Puis là, la fenêtre d'Overton, c'était mais tu sais, peut-être que s'ils sont célibataires ou veuves, ils devraient avoir le droit sans l'autorisation. Puis il y avait des discours autour de comment on peut aller d'un côté ou de l'autre. Mais aujourd'hui, si quelqu'un arrive sur un podcast et dit les femmes ne devraient pas avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, ce serait inacceptable. Tu sais, c'est fait plus partie de notre fenêtre d'Overton. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent vraiment fort pour ramener ça dans le discours en ce moment. Je dirais que ça redevient acceptable de le dire. Mais tu vois, ce qui est vraiment fâchant, c'est que la première fois que j'ai parlé de cet exemple-là dans un cours, il y a 3 ans, c'était comme, ouais, puis là, je suis comme,
damn it! C'est dans le discours, on s'en passe. Oh, oui, la fenêtre, puis je connais mal la théorie de cette fenêtre Overton-là. Est-ce que cette fenêtre-là peut s'agrandir? Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on a un spectre trop grand, à mon sens, de discours acceptables, autant des deux côtés que qu'est-ce qu'on avait à une certaine époque où la fenêtre était, à mon sens, un peu plus étroite en termes de portée, parce que je reviens encore avec l'exemple de la France. Le discours d'extrême droite et d'extrême gauche en France, peu importe comment on la définit, sont quand même d'une portée très, très large et somme toute relativement acceptés dans l'espace public, ce qui, à une certaine époque, n'aurait pas été toléré, ce qui se dit à droite, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche en France. Il y a une certaine époque, ça a été impossible que les deux discours se tiennent en même temps. Et deux, dans tous les cas, ces discours-là n'auraient pas pu exister dans l'espace public comme ils peuvent exister présentement. Actually, j'ai une deuxième théorie pour expliquer ce phénomène-là, qui est le phénomène de la longue traîne. Que, plug gratuite, on en a parlé dans notre livre, Sam, que tu as clairement pas lu parce que tu as l'air surpris d'entendre parler de ça. C'était un chapitre. Puis le phénomène de la longue traîne, essentiellement, c'est un truc, c'est une théorie qui a été développée par quelqu'un de Wired, là, à l'époque, parce que c'était plus marketing Wired. Maintenant, ils sont rendus comme des champions anti-privacy et débordements technologiques. Mais à l'époque, c'était pour expliquer le succès de Amazon, Spotify, YouTube, Netflix, comment est-ce que ces compagnies-là deviennent énormes. Puis le concept, c'est que pré-web, nos champs de connaissances culturelles, entre autres, étaient limités à ce que whatever le magasin du coin tenait en inventaire, qui était limité géographiquement. Et donc, il pouvait juste offrir qu'est-ce qui était commun mainstream essentiellement. Avec l'abolissement des frontières par rapport à ça, c'est comme le warehouse à l'autre bout du monde peut t'envoyer quelque chose. Fait que même s'il y a 10 personnes dans le monde qui veulent écouter une copie de quelque chose, il y a comme un intérêt financier à tenir ces 10 copies-là si t'es pas limité géographiquement. Puis pour faire découvrir ça, c'est le concept de la longue traîne. Donc, tu as comme le mainstream, puis tu descends dans ce qui devient extrêmement niche. Puis l'exemple dans le livre que je donnais, c'était le cas d'une amie qui était passée elle écoutait de la K-pop, très mainstream, puis elle a finalement atterri dans un groupe rock metal qui fait des chants gutturales mongoliens super niche, mais d'un truc à la fois. Mais par ailleurs, c'est très intéressant cette musique-là. Là. C'est pour ça que la diversité de ce que ça. Mais de passer de la K-pop à ça, pour moi, effectivement, c'est marginal. C'est un truc à la fois, une petite incrémentation à la fois. Puis idéologiquement, c'est ce qui se passe aussi. Où est-ce que maintenant, nos idéologies auxquelles on est exposé, c'est pas juste le mainstream. Puis nos algorithmes nous entraînent vers les niches parce que les niches sont rentables. C'est un peu l'explication du phénomène pour lequel on n'est jamais assez extrême pour YouTube. Quand tu commences à googler une recette de lundi sans viande, puis tu termines genre sur Freely de Banana Girl qui essaie de te convaincre qu'il faut que tu manges cru à 100%, 20 bananes par jour, jamais rien cuire, vegan, des noix, etc. Parce que une idéologie à la fois, t'es poussé vers les extrêmes parce que dans les extrêmes, éventuellement, tu deviens un peu captif. C'est ce qu'on voit sur les idéologies, où est-ce qu'on se fait exposer des phénomènes. Fait que ça commence par un petit garçon qui se demande pourquoi il pogne pas avec les demoiselles, puis il termine dans des forums super deep, incel, à se martelliser la mâchoire pour essayer d'être attirant. Physiquement. Va marcher pour l'épisode. Va marcher dans l'herbe, là, Sam. Je pense qu'on est rendu à un moment dans une chose dans l'herbe. Puis je vais rajouter là-dessus, puis je trouve ça intéressant. Puis c'est juste parce que j'aime explorer les idées, là. Cette fenêtre-là, elle est pas étrangère à comment fonctionne l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, où le spectre dans lequel on agit avec l'intelligence artificielle est limité en termes de portée de la fenêtre. Donc, cette fenêtre-là a tendance à nous ramener vers un certain centre qui est défini par les données d'entraînement. Donc, essentiellement, on est ramené dans un centre qu'à l'heure actuelle, on ne contrôle plus parce que c'est les modèles d'AI qui nous poussent vers cette direction-là, sans qu'on s'en rende compte. C'est exactement la même chose que tu mentionnes pour le fait de la radicalisation rapide. J'ai l'impression que, en tout cas, c'est la banalisation rapide, parce que le AI vient lisser à peu près tout, parce qu'on nous ramène dans une forme de centrisme-ish, sans saveur, sans couleur, mais qui se vend au plus grand nombre possible. Comme Procter & Gamble, il essaie de vendre au plus grand nombre possible en étant le plus drabe possible. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ça a cet effet-là, à mon sens. Je ne sais pas si on va avoir des effets de radicalisation, par ailleurs, dans l'intelligence artificielle.
au-delà du fait des problèmes de psychose. Mais je serais très intéressé de voir des études qui commencent à faire un parallèle entre cette fenêtre d'Overton et comment l'intelligence artificielle est en train de rapetisser cette fenêtre-là ou la modifier d'une façon ou d'une autre. Bref. Tu vois, ce qui me fait peur de l'IA par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'il est facilement manipulable. Je serais pas surprise que c'est déjà des compagnies qui essaient de hacker un peu de la même façon qu'à l'époque, en marketing, on essayait de hacker avec notre SEO les crawlers de Google pour être en premier, mais de hacker les crawlers d'OpenAI pour être la recommandation de chat. Ouais, c'est un fait maintenant. Ce n'est même plus une hypothèse. Ça a déjà commencé pour vrai. Et c'est pas des données. Si ça se fait sur des trucs comme ça, si ça se fait sur un Big Mac, ça se fait sur l'idéologie. Oui, mais c'est le même concept. La semaine dernière, il y a 2 semaines, en tout cas relativement récemment, une étude sur Claude qui montrait que les points, les talking points, là, les points, par exemple sur la guerre en Ukraine, mais du point de vue russe, ça avait doublé dans les réponses que Claude donnait aux questions. Fait que tu disais, pourquoi est-ce que la Russie a envahi? Ben, là, tu avais comme 2 fois plus de chances, de 8 à 16%, là, que ça dise, c'est pour dénazifier le pays, par exemple. Là, je donne un exemple qui est peut-être pas dans l'étude, là, mais juste pour caricaturer. Mais c'est ça qu'il y avait de plus en plus de points. Mais c'est un peu normal. Si tu t'entraînes sur l'Internet, tu vas aller recracher ce que tu as lu sur l'Internet. Fait que si... Ouais. C'est pas tout à fait de l'entraînement. Dans ce cas-ci, il y a 2 choses en action. C'est un peu ce danger en tout cas, l'entraînement lui-même est déjà un problème en soi. Il y a beaucoup de théories qui s'associent avec ça. Je pense que Anthropic commençait à place d'avoir des God Rays nommés, les autres, c'est des philosophies qui approchent. Fait qu'ils approchent les God Rays d'une autre façon. Donc, quand on traîne le modèle d'une façon, le problème qu'on a, c'est parce qu'on se sert de ces chatbots-là comme des engins de recherche. C'est là où ça commence à être un problème, parce que quand il fait des recherches, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans sa mémoire qu'il allait chercher. Donc, l'information qu'il te vomissait était des données d'entraînement plus ou moins mâchouillées ou bref, comme ça. Dans le reste, il va te chercher des références telles quelles. Donc, c'est là où, dans le réel, là, il commence à crawler comme un engin de recherche, finalement. Puis là, il te sort les 3 résultats les plus intéressants. Donc, ça rejoint le point à Catherine. Si on était capable d'hacker le SEO, ben là, on est capable d'hacker les crawlers qui viennent sous-tendre le fait quand on pose des questions qui sont en lien avec la réalité, par exemple, ou le quotidien. Donc, on est plus dans cet aspect-là, mais les 2 sont toxiques. Et la façon de faire dévier l'entraînement des modèles, il y a beaucoup de recherches qui se fait, c'est très, très intéressant. Et c'est ultra fragile ce que c'est ces modèles-là. Et il a sorti, je pense, la semaine passée ou l'autre, le fait qu'il fallait pas qu'il parle de gobelins, je pense, dans le cours de... Fait qu'on voit à quel point ces modèles-là sont ultra fragiles, somme toute, puis il faut qu'ils mettent très prompt pour pas qu'ils parlent de gobelins, parce qu'il avait tendance à tranquillement dévier, puis qu'on s'appelle être gobelin dans un contexte très spécifique. On parle d'intelligence artificielle, là, il n'y a pas tant de choses intelligentes là-dedans, c'est ultra fragile ces machines-là, c'est ultra dangereux. Puis on met ça dans les mains de tout le monde comme si c'était facile. Là. Finalement, c'est de la drogue qu'on met dans la main, dans la chose qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes. Là. L'atrophie cognitive, tout ce que ça comporte. Puis là, on est en train, dans le fond, d'avoir une quantité de gens qui ont plus de capacité cognitive ou de capacité mentale réelle à faire quelque travail que ce soit, parce que la quantité de slop que je reçois au travail, ça ne fait qu'augmenter. Puis c'est pas du bon slop, là, c'est toutes des affaires, c'est des cochonneries. Fait que clairement, les gens ne font même plus l'effort de minimalement patenter leur chose. C'est direct. C'est l'envoi direct. Et là, on est en train de voir la courbe de montée des prix. Fait que là, on est en train de désoutiller les gens de capacité intellectuelle. Puis là, on va leur commencer à les charger de 2 à 3 fois le prix, puis ça s'en vient. Là. ChatGPT 5.5 le fait. Anthropic est en train de le faire. La gratuité sur Copilot, GitHub est en train de disparaître. Fait que là, on est en train, c'est en train de se faire. Là, ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle, là, c'est payer le vrai prix. Il n'y a pas Sam Altman qui avait dit justement qu'il voyait que l'intelligence allait être un jour un utilities au même titre que l'eau et l'électricité.
Ça se pourrait, et je le trouve assez débile, cet individu, qu'il pourrait avoir dit des âneries comme ça. Puis ça, c'est un autre aspect, puis là, j'aimerais aussi entendre Sam là-dessus aussi. Tous ces tech bros-là, parce que, tu sais, quand on les entend parler, là, tu sais, puis on a parlé un peu en pré-show de... Je confirme, c'est lui qui l'a dit pour vrai. Intelligence will be a utility. Hein. Mais, tu sais, tous ces tech bros-là, puis on a parlé un peu des liens d'argent, tout ça, tout ce qui se passe, mais c'est pas, somme toute, sont pas super allumés sont pas sur l'humanité, là, je les trouve pas très diversifiés dans leur réflexion, mettons. On va dire ça comme ça, là. Non, puis side note, le fait que son nom ce soit Altman, c'est genre, c'est d'un film de fiction ou d'un livre de fiction où est-ce qu'on trouverait que l'auteur trouve des noms un petit peu trop on the nose pour le vilain qui veut comme Bon, un Catherine peu. tombe dans le QAnon. Non, c'est pas QAnon, c'est juste une drôle d'observation de comme, c'est way to live up to your name, genre. Mais qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas quoi dire. Intelligence has utilities. Ça te dit quoi, toi? Non, merci. Ah non, mais ça, on est les trois d'accord là-dessus. C'est juste parce que moi je suis un observateur un peu plus éloigné de ces choses-là, même si ça me dérange énormément ce qui se passe avec les tech bros aux États-Unis, toute cette façon-là de manipuler le système à leur avantage. Puis ils sont tous, peut-être plus tous, mais ils sont tous quand même relativement jeunes. Là. C'est pas des hommes de 75 ans là, qui font ce genre de choses-là. En tout cas, la face visible, on s'entend, là. La face invisible, c'est peut-être un peu plus âgé que ça, là. Mais la face visible est comme ça. Puis moi il me dérange beaucoup parce qu'ils ils ont certains symbolismes d'une certaine deuxième guerre mondiale qu'on voit à travers leurs choses. On voit beaucoup d'éléments comme ça qui, dans mes valeurs, me dérangent énormément de ce qu'ils projettent. En même temps, on est comme contraint d'utiliser leurs outils à bien des égards pour minimalement faire des communications de base ou échanger de l'argent ou fonctionner dans la société, là. Ça, je sais que c'est un peu plus son univers de recherche qui exige du gazon, mais quand même, étant un peu son univers de recherche. Qu'il y avait des gens qui voient un peu le monde tous de la même façon. Là, il y a quand même quelques idées ou philosophies là, qui ont comme pris racine dans ce monde-là, le monde de la Silicon Valley. Premièrement, je pense qu'il y a l'idée que tous les problèmes vont se régler avec des solutions technologiques. Fait que ça part un peu de ça. C'est que s'il y a des problèmes, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution technologique pour le régler, ce qui déjà en soi est une prémisse qui pourrait être débattue et tous les problèmes, ça ne vont pas se régler par une app. Ensuite, tu as aussi dans tout le débat sur l'IA puis tout ça, les influences des affaires. L'acronyme, c'est en anglais, c'est TESCREAL. Puis là, je me rappelle pas toutes les gangs de transhumanism, extropianism. En tout cas, l'idée là-dedans, c'est principalement l'idée que l'être humain est voué à être une espèce multiplanétaire, mais pas nécessairement en chair et en os, mais comme des entités uploadées sur des racks de serveurs IA, tout ça. Et comme la vie ou le bonheur d'une personne aujourd'hui est égal au bonheur d'une de ces entités sur un rack de serveurs dans le futur, vu qu'on va être des milliards dans le futur, mais c'est plus important aux autres que les quelques millions qui sont là aujourd'hui. Fait qu'on se fout un peu des problèmes actuels parce que ce qui est important, c'est d'accélérer vers ce futur-là. Fait que c'est un genre de melting pot. C'est une façon vraiment pot. compliquée de dire qu'ils ont juste peur de mourir puis qu'ils veulent trouver la cure à la mortalité via c'est aussi genre comme la une technologie. façon de donner un genre de vernis éthique à je vais faire ce que je veux. T'sais. Je vais faire ce que je veux puis j'espère pouvoir vivre pour toujours pour accumuler un nombre infini de richesses. Là. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça. Fait que il y a un peu ça qui je pense que c'est ça qui vient jouer. Puis là aussi, il y a une droitisation importante. Parce que je pense que d'être milliardaire, ça t'as pas le choix de virer à droite. Là.
C'est pas bon pour la santé psychologique, notre milliard. Probablement pas. Puis j'avais vu un vidéo qui utilisait un métrique intéressant sur comment évaluer les problèmes. Puis il prenait l'exemple de la Russie, où une des familles qui était excessivement riche, puis je pense qu'en argent d'aujourd'hui, ça donne une affaire comme 300 milliards. Ah, c'est les Romanov. Oui. Et puis avec les œufs qui ont ça, bon, bref. Ça, oui, ça. Fait qu'il était tellement riche que ça l'a mené à la révolution en Russie, qui était à 300 milliards. Et donc, essentiellement, ce que lui évalue, c'est à combien de révolutions russes est évaluée la richesse d'une personne. Et ça devient genre à très 2,7, genre 2,7 révolutions russes. Là. Ça devient très drôle de calculer comme ça, mais en même temps, c'est très parlant parce que tu sais, dire, OK, ben la personne fait 900 milliards d'actifs. Tu sais, pour quiconque, ça veut rien dire. Mais quand tu dis, oui, c'est 3 révolutions russes, là, tu fais comme, ouais, le dos, il est comme un peu trop big, là. Là il y a peut-être des réflexions à avoir comme ça, fait que ça vient remettre une perspective. C'était comme un empire, une famille entière, des royaumes, des châteaux versus Elon Musk. C'est ça, fait que oui, puis ça met en perspective de façon imagée, mais quand même la gravité de la situation dans laquelle on est, puis en même temps, puis il y a un peu de triche dans la façon que surtout les Américains fonctionnent, parce que les dettes, ils empruntent sur de la fausse argent, fait que c'est ça qui est en même en pire, parce que c'est pas des richesses, on avait sur des richesses terriennes, c'est-à-dire qu'il y avait des possessions physiques qui permettaient de faire ce qu'ils faisaient là. Eux, c'est juste des actions de compagnie qui sont évaluées de façon arbitraire, sur laquelle ils empruntent de l'argent parce qu'ils ne payent pas d'impôts de cette façon-là. Fait que c'est comme de la fiction. Fait qu'en plus, c'est 3 révolutions russes de fiction en plus, parce que c'est pas de la vraie argent. Au sens, ça n'a aucune valeur réelle. C'est vraiment, en termes de problème social, problème de société, on est loin, là. On est très, très loin, à mon avis. Là. Oui, mais ça me fait penser, tu sais, il y avait comme, avant que Twitter devienne ce que ça l'est maintenant, Elon Musk avait dit, si quelqu'un me fait un plan concret pour régler la famine dans le monde, je vais le mettre l'argent, tu sais, je vais le mettre le 20 millions de dollars. Puis, il y a une entité, je me sais plus c'est laquelle, je pense que c'est un UNESCO ou genre un docteur sanitaire, un truc comme ça qui est comme bête, puis qui lui a remis un plan là, qui était comme, voici le plan pour éliminer la famine dans le monde avec X montant d'argent qui pouvait clairement se permettre, là, c'était du pocket change pour lui. C'était moins cher que ce qu'il avait payé pour Twitter. Puis il a juste pas fait. Le plan, obviously, il était juste comme, Alors que, dans le fond, il aurait pu régler la famine dans le monde, là, pour le prix qu'il a payé pour Twitter. Ouais, mais on aurait moins de epic memes s'il y avait. Qu'est-ce qu'on ferait sans Grok? Ouais, mais tant qu'à parler de Grok, puis on fait un crush, puis on va retourner sur l'endurance après. Parce qu'on est vraiment très éloigné de ça. Mais tant qu'à faire ça, là, Musk s'est fait accuser au criminel en France. Là. On va voir ce que ça va donner. On ne sait pas. Ça va donner un tantrum ou deux sur expliquer rien d'autre. Il y a eu un hack qui a utilisé Grok qui est quand même vraiment brillant. Là. C'est genre digne d'un CTF de compétition de je sais pas, de NorthSec ou de Hackfest. Charlotte à NorthSec cette semaine. Oui. Il y a quelqu'un qui a réussi à envoyer des commandes à Grok en code Morse pour bypasser les filtres, puis qui a réussi à se faire transférer des crypto-monnaies d'une autre entité là, qui est aussi reliée. Puis, en tout cas, j'ai pas les détails. Je mettrai le lien vers l'article là, dans les show notes, là, mais en utilisant du code Morse pour bypasser, il a réussi à se faire envoyer de l'argent. Après ça, il a comme vendu ces crypto-monnaies-là, puis il a fermé son compte, puis il a disparu, puis il a fait comme 200 000 $. Let's go! C'est quand même hot. En tout cas, juste la créativité humaine est quand même intéressante. Wow. Elle est sans limite, puis c'est ça aussi que puis la machine ne l'aura pas. Puis si on fait un crush, parce qu'on avait parlé de Mythos notamment,
ça l'amène des choses, mais on peut pas arrêter d'utiliser la créativité humaine parce qu'on a des façons d'aborder les situations qui sont complètement déjantées en certains égards. Et donc, ça c'est un exemple. Probablement que Mita n'aurait jamais trouvé cette stratégie-là parce qu'elle est typiquement humaine. Mita se trouve d'autres choses, ou n'importe quel modèle trouve d'autres choses, capable de tester la sécurité d'autres façons que l'humain n'aurait pas été capable d'arriver de toute façon. Un n'égale pas l'autre, mais les deux approches sont différentes. Et je pense que comme on a ouvert la boîte de Pandore, on ne peut pas la refermer. Donc, les modèles AI en même temps cybersécurité, mais dans tous les domaines, vont enrichir les choses. Mais l'humain demeure toujours plus imaginatif et plus funky qu'une machine ne pourra jamais l'être. Puis de toute façon, la création, fondamentalement, elle est humaine et la création ne sera jamais machine dans tous les cas. Là. Sinon, j'imaginais que c'était un très, très, très vieux opérateur de télégraphe qui dit dans les faits, c'est tous les opérateurs radio tous les opérateurs radio doivent avoir connaître le morse. Ça fait partie des cours que tu as pour ta licence. Fait que c'est minimalement un opérateur d'ondes courtes. Okay. C'est quand même un gros hobby aussi dans la communauté hacker. Il n'y a pas un CTF, il n'y a pas un défi code morse à quelque part. Là. Ça fait partie des codes. On aime les choses qui sont fringe. Ouais, on est toujours un peu dans l'univers un peu en marge, tout ça. Puis, parce qu'on a des passionnés de vieilles affaires. C'est pour ça que le steampunk et tous ces variétés qui ont suivi ça. Puis d'ailleurs, le thème du Nortec cette année est sur un de ces thèmes-là d'ailleurs. Donc, on est dans ces contextes-là. C'est cette imagination-là que le monde pourrait être différent et de s'imaginer que les machines à vapeur auraient permis d'une évolution technologique à arriver jusqu'à nos jours, avoir des autos à la vapeur et ainsi. Moi, je trouve l'idée tout à fait fascinante, même si ça se peut pas. Ça chatouille mon esprit. J'aime beaucoup ça. C'est cette façon alternative de voir l'évolution humaine. Ouais, il y a le solar punk aussi, là, qui est un peu l'alternative un peu plus optimiste des univers de steampunk. Pour vrai? J'ai vraiment hâte. OK, cool. Ouais, c'est le thème, c'est ça. Solarpunk. Je dirais, je vais pas le divulguer comme ça, mais tu t'es allé direct dedans sans faire exprès. Mais accessoirement, j'ai l'impression qu'on pourrait rentrer, mettons, tout ce qui est Star Trek comme étant un solarpunk future, essentiellement, là, où est-ce que l'énergie est illimitée, tout le monde est un peu en mode kumbaya, on est là pour la découverte et le savoir. Il n'y a plus de monnaie. C'est ça le fondement de base. Les besoins de base sont toujours couverts et il n'y a plus de monnaie. Donc, dès lors, l'humain est, selon la théorie, libéré de tous les problèmes qui fait qu'il est humain et méchant et veut des territoires. Et justement, on va glisser, on retourne en Honduras. Ouais. Comme on dit, toujours on est méchant, machin, tout ça. Fait que comment les gens sont méchants dans cette zone-là du monde et à cause de l'argent et à cause de vouloir s'enrichir indûment sur le dos des autres? Juste pour conclure, comme on a pas mal fait le tour de ça. Il y avait juste que récemment, la semaine dernière, après la publication de leur 3e article, ils ont publié un article pour parler du fait que là, leur site était sous attaque, qu'ils disent. Donc, c'est pas une attaque de déni de service, c'est vraiment comme des tentatives de scan assez massifs. Donc, ils cherchaient des fichiers, des versions de fichiers passés date ou des vulnérabilités connues, etc. Là. Fait que là, il avait remarqué comme c'est ça, là, que leur site se faisait taper dessus, puis que les requêtes venaient principalement des États-Unis et de Tel Aviv. Donc, c'est quand même intéressant parce que, en tout cas, je voulais en parler parce que je trouve que c'est rare qu'on parle de campagne cyber ou de désinformation, mais où les États-Unis ont leur patte. Ah ouais. That we know of. C'est ça. Mais je veux dire, on en parle quand même moins parce que c'est ça. On en parle plus maintenant. Je pense que puis j'en fais référence en quelques occasions. Le Gentleman Agreement qu'on avait qui a permis la Pax Americana pendant longtemps, cette espèce de façon cachée de faire un certain nombre de choses, a littéralement disparu dans les derniers mois. La guerre en Iran est un exemple de on se cache même plus le fait d'avoir volé le président vénézuélien. C'est littéralement, c'est même plus
à l'époque des années 70, ils essaient de cacher ça dans des opérations secrètes un peu ratées. Là, ils cachent même plus ça. Là, c'est littéralement, ils envoient, pouf, ils l'arrachent. Ouais, on veut le pétrole, puis on va aller le chercher. Là. Donc, toute cette espèce de vernis-là qu'on avait et puis là, fait que j'imagine que ce qui était des opérations cachées américaines ne le seront plus tellement dorénavant, puisqu'ils n'ont plus besoin vraiment de se cacher. En tout cas, dans le fond, dans la nouvelle doctrine de Trump, on n'a vraiment plus besoin de se cacher. En tout cas, moi, c'est comme ce que je perçois. Là. Banalisation du mal. Oui, ben c'est ça. Là, tant qu'à parler de la fenêtre d'Overton, on vient de rentrer dans la fenêtre le fait que c'est normal que les Américains fassent des gestes de truands à travers le monde sans autres conséquences et que tout le monde est juste surpris et personne ne bouge. Et tant qu'à parler de ce genre de choses, on va glisser vers Flock. Honnêtement, j'avais déjà entendu entre les branches, Flock, ici et là, un autre système de surveillance caméra, gna. Fait que je pensais juste que c'est un truc parmi tant d'autres, mais là, en préparation de l'épisode d'aujourd'hui, je suis tombée sur un article ou deux, puis je me suis dit que ça valait peut-être la peine de l'aborder, puis d'en jaser un peu plus en profondeur, surtout que, ben, tu sais, je vais vous raconter des choses, puis vous serez pas surpris, là, tu sais, comme, une compagnie de surveillance par IA connectée qui fait des choses evil, puis qui se soucie pas de la vie privée de ses utilisateurs de drama, mais en même temps, c'est important parce que il y a beaucoup de municipalités qui souscrivent à ces programmes-là. Puis c'est une chose qu'on oublie beaucoup en tant que citoyen, c'est qu'on a du pouvoir au niveau, tu sais, comme on pense qu'on peut juste changer des trucs aux élections fédérales, provinciales, mais au municipal, c'est là qu'il y a beaucoup de politiques qui nous impactent au quotidien, qui se parlent, puis qui se discutent, puis qui se votent au municipal. Puis au municipal, vous pouvez vous pointer dans votre arrondissement, puis parler fort, là, puis comme faire savoir votre point de vue. Puis il n'y a pas grand monde qui participe à ces choses-là. Fait que c'est rapide là, de pouvoir justement... Écoutez, Infoman, il y en a des gens qui parlent oui, des choses municipales. Le point, c'est qu'il y a genre il y a comme Gérard, Ginette et Steven qui viennent charler sur les règlements pour la gestion du gazon. Puis après, t'as comme le monsieur qui a des intérêts vestis qui est comme, oh, by the way, pour notre sécurité, on devrait acheter cette licence-là pour plusieurs milliers de dollars. Puis ça met la vie privée de tout le monde en risque. Puis vous pourriez être là en tant que citoyen, puis être le héros de votre localité, puis dire actually non. Fait que pour faire ces choses-là, il faut être au courant que ça existe. Et c'est justement ce que je vais aborder aujourd'hui, là, qui est le concept de Flock, qui sont des caméras de surveillance. C'est un système là. Puis là, il y a un IA pour aider à retracer dans le système. Puis ce qui est révolutionnaire de Flock, c'est que ça peut se connecter un peu à n'importe quelle caméra. Tant que c'est connecté à l'Internet essentiellement pour utiliser les outils de surveillance qui sont fournis là-dessus. Puis là, il y a plein de scandales, un par-dessus l'autre, là, ça n'arrête plus. Entre autres, ben, tu sais, déjà en partant, le fait que les citoyens ne sont pas nécessairement au courant que la police se sert de ça pour traquer à travers les plaques d'immatriculation, crimes, petty things, whatever. D'ailleurs, il y a un site web qui s'appelle Have I Been Flocked, qui vous permet de regarder un peu de la même façon de Have I Been Pwned si votre plaque d'immatriculation se retrouve. Je pense que c'est juste pour les États-Unis en ce moment, mais c'est là, ça existe. Puis ce qui se passe, ben tu sais là, on sait que mettons ICE s'en est servi pour faire des contrôles au niveau de l'immigration en ciblant certaines plaques d'immatriculation. On sait aussi qu'il y a des policiers qui s'en sont servis pour traquer des gens qui ont aucun rapport à être traqués par la police. C'était des ex-conjointes, des partenaires, des jeunes femmes qui ont vu dans des vidéos une voiture sur Instagram puis qui voulaient suivre, voir où est-ce qu'elle habitait. Ce genre de choses-là un peu lugubres. Puis, ce qui est inquiétant par rapport à Flock, c'est qu'il n'y a pas vraiment un système d'imputabilité de qui accède à quoi, puis les recherches. Il y a personne qui audite vraiment les logs. Il y a un journaliste qui a passé un peu à travers puis qui a trouvé des choses très, très, très inquiétantes. Entre autres, un VP qui se connectait à une caméra de surveillance d'un gym d'école secondaire. Après, what? Après enquête, turns out que c'était pour un sales pitch où est-ce qu'il voulait démontrer à quel point ces caméras, le système était efficace et qu'il s'était connecté essentiellement sur des caméras d'une école, d'un gymnasium pour, dans le sales démo, essentiellement, faire son pitch de vente. Je suis outré. Ben, ouais. Genre, pourquoi? De toutes les choses. Va ouvrir la caméra de la fontaine publique là, du parc. T'as pas besoin d'aller voir des enfants faire des pirouettes dans un gym. Là. C'est weird. C'est juste vraiment creepy. C'est pour ça que c'est pour ça, on revient encore sur la fin d'Overton. On a banalisé le fait que des vieux hommes riches, puissants,
sont capables de regarder des jeunes enfants dans l'impunité de leur salon chez eux. C'est très troublant sur la façon que la société se dirige et qu'est-ce qu'on accepte maintenant de choses qui est plus tolérable. Moi, bref, cette fenêtre-là, moi, c'est pas élargi pour du tout, du tout. Je suis pas dans un espace où je trouve ça normal qu'un adulte s'intéresse à des enfants. Et je dois dire, puis je vais faire un crush là-dessus aussi, comme parent. Maintenant, mes enfants sont très grands, mais quand j'étais plus jeune, ils faisaient beaucoup d'activités l'été, notamment. Il y avait des camps. Et il y avait un spectacle toutes les semaines qui était fait. Et là, c'était de voir qui filmait quoi. Et je disais, moi, ça me troublait, parce que moi, je filmais mes enfants. Je disais, je m'intéresse à mes enfants, je m'intéresse. Ceux qui filmaient de bout en bout, des enfants de 6 ans, font des pirouettes. Je me posais de sérieuses questions sur les raisons qui sont en dessous de ça, parce que moi, j'ai pas d'intérêt pour l'enfant de 6 ans de l'autre. Moi, j'ai d'intérêt pour les miens. Ça va, parce que j'ai de l'affiliation. Mais là, puis c'était généralement des hommes en plus qui filmaient comme ça, un peu comme exactement dans le même pitch que tu fais. Ça me troublait. Là. Puis là, on parle il y a une quinzaine d'années de ça. Puis j'étais déjà très troublé par l'appétit des gens à filmer des enfants. Pas les leurs en plus. Tu vois, cette question-là, de poser des questions puis de dire comme pourquoi? Pourquoi ça t'intéresse? Pour ceux qui nous écoutent, qui disent Flock, ça me dit quelque chose. Quand est-ce qu'on a entendu parler de Flock dernièrement dans l'actualité? Ils ont eu le plus gros flop publicitaire pendant le Super Bowl essentiellement. Pour vous mettre en contexte, pendant le Super Bowl, c'est des pubs qui coûtent des millions de dollars à la seconde. Ils ont annoncé un partnership avec Amazon Ring pour retrouver les chiens perdus. Puis là, il faut que vous vous imaginez, là, la pub, c'est vraiment émotif. Là. Fido est disparu. Et les héros de Flock, avec leur intelligence IA connectée à toutes les sonneries du quartier qui ont leur petite caméra intégrée Amazon, scannent les neighborhoods avec l'intelligence artificielle à la recherche de Fido. Puis il y a un happy ending avec l'enfant qui retrouve son canin en tout heureux. Puis je suis vraiment fière de la population générale pour ça, parce que les gens se sont pas laissés manipuler par le pitch émotionnel de c'est pour retrouver Toutou perdu. Ce qui est une bonne cause. Moi, la première, j'ai travaillé à la SPCA. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur de retrouver les toutous perdus dans la ville. Mais les gens, ils ont fait comme, vous allez scanner tous les neighborhoods automatiquement avec nos caméras Ring. Et ça a tellement eu un backlash complet et total, cette publicité-là, que le partenariat a été entièrement annulé. Ils sont revenus en arrière sur leur message parce que, justement, les gens ont... En fait, c'est là que les gens ont tracé la ligne de non, ça se fait pas ces choses-là. Puis tu sais, ça a du sens parce que votre Ring Amazon, il filme les entrées et venues sur votre porte, là. Vos enfants inclus, vos enfants qui arrivent de l'école, qui rentrent de leurs amis, qui vont visiter leurs amis à côté, les voisins, etc., qui jouent au parc en face dans la rue. Ring aussi a connu des boires un peu à la Flock, là. Peut-être moins médiatisé que Flock l'a été, mais oui, effectivement, l'usage des caméras. C'est dur d'être plus médiatisé. Ils sont vraiment... Ouais, là, c'était un échec, mais dans le cas de Ring, l'usage par des employés de façon comme Flock, l'usage non autorisé pour aller surveiller, ça a été fait aussi, là. Et ces systèmes puissants-là, puis c'est ça que tu soulèves, puis tu mets en lumière, tous ces systèmes puissants-là mis dans des mains de gens qui ne sont pas surveillés eux-mêmes des actions qu'ils font, peut mener à un certain nombre de problèmes. C'est pas pour rien que on va prendre les dossiers fiscaux au Québec, ceux qui sont classifiés VIP ont des alarmes automatiques, donc toutes les vedettes, les hommes, les personnages politiques, ainsi de suite, les personnages publics essentiellement, sont tagués VIP. Si tu y accèdes de façon non autorisée, c'est un renvoi automatique parce qu'il y a eu à une époque un abus énorme d'accès à ces informations-là sur savoir comment ces personnes-là gagnaient d'argent. Et donc, bref, il y a eu des mesures. Ça a pris les problèmes pour mettre des mesures, la régie interne et tout ce que ça mène. Est-ce qu'on pense qu'Amazon essaie de le faire, mais est-ce qu'ils le font vraiment? Est-ce que Flock ont vraiment un intérêt réel à avoir un comportement de leurs employés correct? Et sauf faire, moi, j'y crois pas. L'argent mène à tout dans ces contextes. On a parlé des tech bros. Pour moi, les tech bros, ils vont faire le plus d'argent qu'ils peuvent sans aucune conséquence, sans mesurer les conséquences sur la société et sur les humains.
Puis c'est pas juste les policiers, là, c'est les employés de Flock, c'est toutes les gens qui ont les municipalités qui ont accès à Flock. Il y a trop de gens qui ont accès, puis le fait que c'est peut se connecter à n'importe quel type de caméra, c'est horrible. Pour moi, c'est comme... Je sais qu'on est déjà dans une société où est-ce qu'on est extrêmement surveillé, qu'il y a beaucoup de trucs. Est-ce que ça en rajoute tant que ça? Mais comme je pense que c'est important de continuer à se battre contre chaque nouvelle itération qui propose d'aller un tout petit peu plus loin. Justement, je parlais de la longue traîne, mais c'est ça, on est rendu tellement habitué de on est surveillé, n'importe qui peut nous filmer, la personne elle a des lunettes Ray-Ban dans le métro, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis non, je pense qu'il faut comme continuer de dire absolument pas, c'est inacceptable. Surtout, on peut le faire, on peut aller dans les écoles puis dire on veut pas de caméra connectée à ça. On peut aller dans les entreprises puis dire moi je vais pas aller dans une business qui est connectée au réseau Flock. On peut parler à nos élus puis dire qu'on veut pas de ce genre de choses-là non plus dans notre société. On peut dire qu'on refuse que les forces de l'ordre aient accès à ce genre de technologie-là contrôlée par l'IA. C'est toutes des choses qui sont encore accessibles. Puis ça me rappelle toujours un peu c'est une vidéo que j'avais vu passer justement d'une dame qui est dans un métro. Puis il y a un monsieur creepy là, avec des lunettes Ray-Ban connectées, puis elle lui arrache les lunettes du visage carrément, puis elle les jette par terre, puis comme tu me filmes pas. Puis le monsieur agit comme une grande victime là, de elle a dommagé mes goods, genre c'est l'embarras total, puis essentiellement, non, c'est une héros. Comme tu as le droit de refuser que quelqu'un te filme directement comme ça, c'est super creepy comme comportement. C'est vraiment dangereux qu'on normalise ce genre de choses. Oui. On doit normaliser appeler ça des lunettes de pervers. Ah! Adopté! Totalement, j'adore. C'est une belle façon Adopté. Je sais pas si tu l'appelais comme c'était Google Glass, là, les lunettes de Google, il y a plusieurs. Puis les gens les appelaient les glass holes. Puis tu sais, comme à un tel point, c'était tellement comme été viral comme appellation que les gens étaient gênés de les porter en public parce que c'est ça. Fait qu'il faut rendre ça malaisant de porter ça en public. Il y a des symboles comme ça, puis c'est important qu'il y ait un mouvement puis que ça se fasse pour que les gens reprennent leur pouvoir essentiellement. Je pense que c'est un peu ça que ce que tu regardes, Catherine, c'est que les gens ont pu abandonner leur pouvoir, que ce soit avec des élections municipales, scolaires, provinciales ou fédérales, et de dire qu'une fois que c'est fait, c'est fait pour 4 ans. La réalité, c'est non. On a, comme citoyen, un pouvoir beaucoup plus grand qu'on pense. On a juste à mettre en perspective que la CAQ était un parti qui a régné à coup de sondage. Donc, tout ce qui est fait est basé sur des sondages et quasi exclusivement. Donc, ces partis-là, même s'ils sont super majoritaires, sont quand même très inquiets de leur espace et de leur popularité. Donc, cet espace-là, on a encore une capacité d'influencer positivement notre société, d'en faire ce qu'on en veut et non d'être des victimes de ces tech-bros-là, essentiellement cette surveillance, cette monétisation, ces vieux pervers dans leur salon qui se cachent. Peut-être en plus, ça, ils se cachent en arrière dans leur salon, en arrière de caméra pour aller regarder des jeunes enfants. Moi, ça me dérange. Je veux dire, c'est très creepy, ça me dérange vraiment beaucoup. J'ai pas dit la pire caméra, hein, c'était gym et piscine, by the way. Ça me dérange. Ça me dérange beaucoup sur comment on éduque les garçons, comment on place les valeurs de notre société. On essaie quand même de baliser. On a quand même pendant très longtemps essayé de cadrer les pulsions fortes de certains garçons pour limiter les situations problématiques. Là, on vient de comme normaliser de d'autres façons plus malsaines. Tant qu'à parler de ces grocs, pour moi, c'est l'expression de ça. Là, même si j'espère que le service, que le côté judiciaire français va faire quelque chose d'intéressant avec ce qui est en train de se passer, mais il faut que ces personnes-là aient des tapes sur les doigts. Là. Ils ne peuvent pas agir de façon sans être punis. Sinon, on vient de normaliser des gestes qui sont toxiques socialement. Je pense qu'on est passé des tapes sur les doigts. Bref. Par contre. Ouais, c'est... À certaines époques en Europe, il y avait des châtiments beaucoup pires que des tapes sur les doigts. Là, mais... Écoute, entre les deux, la Corée du Sud n'hésite pas à mettre en prison les leaders qui vont trop loin. Ça,
C'est un petit entre les deux, là. T'as pas besoin de sortir la guillotine straight up. Tu peux juste le mettre en prison, ton leader, s'il est trop corrompu, là. C'est un- Ouais, ben, il y a ça. Ou prendre une guillotine rouillée et pas en angle, qui va prendre 3-4 shots avant de faire quelque chose avec ça. Là. Fait que, bref, on vient de se faire d'antivirus, ça. Fait que je vais glisser pendant que tu réponds à cette question-là. On vient de perdre Catherine. Oui, complètement. On va parler de l'Alberta avec Sam pendant ce temps-là. Écoute, il ne faut pas mentionner l'antivirus. Il ne faut pas mentionner. Non, mais c'est parce que pour rendre contexte, on est en live sur Twitch, right? Puis les dernières fois que j'ai streamé avant de refaire renaître ça, les grandes dernières conversations, c'était moi en janvier 2020. Il y a un virus qui s'en vient, guys. Puis on parlait de preparedness, puis genre de contagion, puis de Arnaud, puis de viralité. Fait que c'est comme un drôle de addon qui a comme pas une pandémie, mettons, tu sais, comme le concept de Tornado Watch puis de Tornado Warning. Fait que Tornado Watch, c'est que les ingrédients sont là, mais c'est pas encore comme, tu sais, va pas te cacher dans ton sous-sol tout de suite. Puis Tornado Warning, c'est comme, OK, c'est le temps de descendre dans ton sous-sol. Bon, on est dans une situation, mettons, de Pandemic Watch, où est-ce qu'il y a définitivement quelques petits éléments intéressants. Puis si on était encore en 2020, je serais clairement en train d'être sur Twitch en ce moment, puis de comme être, oh my God. Et pourtant, Puis là, je disais, avant de basculer sur l'Alberta, puis je laissais Sam de son passé de médecin. Et tout ce que je vois jusqu'à présent, il n'y a pas lieu d'avoir. C'est pas une pandémie là, qu'on a devant nous. Là, c'est pas super contagieux, ce virus-là. Parle-moi pas, Nicolas Loïc. Je vais nous partir un exposé sur Arnaud, les facteurs de vulnérabilité, les trucs à regarder, les impacts géopolitiques, puis la psychologie derrière le fait qu'en ce moment, nos organisations qui seraient là pour contrôler des pandémies, puis que ça serait un nothing burger, sont complètement muselés puis peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils ont été toutes démotivés. Bref, parle-moi pas. Il y a d'autres problèmes, mais c'est quand même de la poussière de rongeurs là, qui propage ça. Fait, on n'est pas tout à fait encore dans genre on va tous crever plus de cas de respirer. Là. Mais on a d'autres problèmes sociaux et de nos institutions qui ont été et on a un peu abusé de ce qui s'est passé aussi. Là. Là, c'est pas. Bref. Sam, Alberta. Allez. C'est ça. Pour comme deuxième sujet, j'avais quelque chose que je trouve beau, de voir des gens s'unir autour d'une cause, des gens aux horizons très divers, que ce soit des gens liés au gouvernement russe, que ce soit le gouvernement américain, ou que ce soit des dudes en Hollande qui ont réussi à comme surmonter leurs différences pour travailler ensemble pour le séparatisme albertain. Donc, c'est ça. J'ai vu passer un rapport un organisme qui s'appelle Disinfowatch sur des différentes campagnes de désinformation autour du mouvement séparatiste albertain et aussi, parallèlement à ça, l'annexion du Canada par les États-Unis. Donc, premièrement, dans le rapport, il parle d'une opération qui est reliée à une entité là, qui est reliée à l'ancien institut d'études de l'Internet là, de Prigogine. Prigogine, lui, il a eu des petits problèmes avec son hélicoptère, là, mais c'est ça, son œuvre poursuit. Fait qu'il y avait un site web là, qui s'appelait Alberta Separatist, qui avait aussi des comptes TikTok associés, des comptes sur YouTube, des comptes sur les réseaux sociaux. L'engagement, supposément, n'était pas super terrible, mais il publiait quand même régulièrement là, des textes. Là où ce qu'il disait qu'il y avait plus d'actions, c'était au niveau du réseau là, de nouvelles autour du média La Pravda. Fait que là, c'est plusieurs médias reliés à l'État qui, eux, ont publié plusieurs articles de nouvelles sur le mouvement séparatiste en parlant en moussant un peu le fait que c'était très populaire, que il y avait beaucoup de soutien populaire derrière ça, qui parlait de l'Alberta comme étant économiquement exploité par le reste du Canada, puis que c'était vraiment pas juste pour eux autres. Qui parlait beaucoup, par exemple, des liens présumés entre certains leaders du mouvement séparatiste avec l'administration Trump. Fait qu'il y avait une certaine... Ça montre un peu plus l'intérêt, disons, pour l'État
russes de pousser ce narratif-là. L'autre membre ou acteur dans cette histoire-là, c'est les influenceurs MAGA. Tucker Carlson en premier, mais il y en a tout plein. Il y en a deux d'ailleurs qui en ont parlé beaucoup, c'est Tim Pool puis Benny Johnson. D'ailleurs, c'est très drôle parce que eux autres ont comme beaucoup poussé ce narratif-là, puis ils font partie aussi de la gang d'influenceurs MAGA qui était payée par Tenet Media. Je peux vous rappeler de cette histoire-là il y a quelques mois où deux Canadiens ont été accusés là, des conduits pour de l'argent russe, justement, vers des influenceurs américains. Donc là, encore une fois, il y a comme une belle histoire d'amour entre les influenceurs MAGA et les services d'influence russes. Et, la troisième membre de ça, qui est pas relié, puis c'est zéro politique probablement, c'est une gang, puis là, le Radio-Canada, donc des gens, des décrypteurs et d'autres journalistes de Radio-Canada ont réussi à faire le lien entre des chaînes YouTube qui publiaient des trucs très alarmistes, très sensationnalistes. Là, c'est vraiment du clickbait sur le séparatisme albertain. Puis finalement, c'était comme des dudes en Hollande qui faisaient ça principalement pour générer de l'engagement puis faire de l'argent avec le placement de pub. C'est c'est le principe des fameux fake news macédoniens. Là. Le terme fake news vient de comme des ados en Macédoine qui faisaient des sites web avec des titres accrocheurs qui vendaient de la pub. Follow the money, finalement. C'est tout ça, c'est toute une question d'argent, là. Il y a aucune, ce qui unit la lande des États-Unis et la Russie, c'est l'argent. Ben, je pense que la Russie, c'est beaucoup plus de donner l'impression que le Canada est un pays instable, d'essayer de... une partie de ça qui est aussi leur public interne, de dire aux gens, la démocratie, là, regardez comment ça va mal. T'sais, ici, vous êtes bien, on n'a pas ces problèmes-là. Fait que, il y a une partie de la stratégie, souvent, c'est d'essayer de souligner ou d'exacerber les tensions ailleurs, comme ça, toi, t'as l'air mieux. En même temps, je pense que quand les autres se tapent dessus, puis si le Canada, par exemple, je sais pas moi, l'Alberta est ramassé par les veut se séparer, tout ça, ben c'est sûr que ça crée de l'instabilité. Pendant qu'on est instable, ben on s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Là. Fait qu'on ça leur laisse plus de champ libre. Fait il y a plusieurs motivations, mais c'est ça. Pour les Hollandais, c'est clairement, ben pas les Hollandais au général, là, ils sont comme quatre doutes. Là, on va pas ternir on va pas blâmer la nation au complet. Pays. Mais c'est vrai parce que ce que tu parles, ça me fait penser justement, c'est un des premiers sujets que j'avais proposé, qui était ces genres de campagnes de désinformation-là, où est-ce que des fournisseurs d'IA américaines, puis il y a des influenceurs pour dire guys, genre, il faut utiliser l'IA, sinon vous allez être left behind. C'est tout ce contenu alarmant-là. J'ai vu passer des trucs de genre, si t'es une féministe, tu vas te servir de l'IA parce que sinon tu vas être dépassé sur le marché de l'emploi par les hommes. Faut pas laisser des... Tu sais, comme ce genre de discours-là, oui. Mon algorithme, il est weird en ce moment, les amis. Qu'est-ce que tu fais pour obtenir des choses comme ça sur ton algorithme? Parce que moi, j'en ai pas genre de... Ben, c'est sûr que je suis pas une femme. Déjà, là, je suis pas visé, là. Des gens partants. Des gens partants. Ouais, il y a pas d'ADN de saumon dans ton algorithme. Là, on est à des mille lieues c'est weird, des algorithmes, des fois. Puis comme définitivement, ce genre de truc-là, moi, tu sais, tout ce qui est un peu girl boss, il y a comme ce genre de truc-là de comme, tu sais, comme de développement personnel, etc. Tu sais, apprendre à faire des choses, apprendre à faire des finances. Puis tous ces conseils-là, puis éventuellement, ça déboule sur pas être left behind dans le milieu corporatif parce que tu sais pas te servir de l'IA. Puis après, ça déboule en gens qui se font payer là, pour passer ces messages-là et pour essayer de justement de dire que les autres IA qui viennent d'autres pays, eux, sont mal, puis qu'il faut absolument nourrir les données locales pour comme la supériorité de nos IA américaines. Ce qui est weird, là, c'est tout ce genre de weird dark peer-là qu'on voit qui influence tellement de choses dans notre... Je pense que on n'a pas idée d'à quel point notre écosystème culturel en ce moment est influencé par des campagnes de relations publiques essentiellement. Entre autres, le mouvement séparatiste albertain. Mais eux, c'est
c'est particulier leur mouvement parce que ça fait pas. On entend beaucoup. Ben, c'est peut-être un peu ça, là, puis ça rejoint un peu ce que elle me dit, ça fait beaucoup de bruit. Est-ce que ça a vraiment une traction réelle sur le terrain? De ce qu'on a des nouvelles, dans des médias un peu plus sérieux, on n'a pas tant de traction que ça qui se passe. Donc, c'est un peu, puis les anciens premiers ministres de l'Alberta ou conservateurs fédéraux sont généralement pas très favorables à la séparation de l'Alberta. Ce qui est un peu contraire au message qui est mis sur le terrain ou ce qui nous est véhiculé par les médias. Oui, mais tu sais, c'est quand même inquiétant parce qu'éventuellement, les gens se font convaincre. Tu sais, comme en publicité, le mindset, c'est que si t'étais exposé un message 7 fois, tu le retenais. Si tu retiens un message, tu es plus sujet à être convaincu par le message. Puis, tu sais, ces genres de campagnes d'influence, le point, c'est de astroturf justement le fait de te faire croire que tout le monde pense comme toi. Comme ça, puis tu sais, si tout le monde pense comme ça, ben peut-être qu'il y a des mérites dans l'argumentation, fait que tu t'y intéresses, puis éventuellement tu retiens, puis éventuellement, s'il y a tellement de messages constants, il y en a un qui va t'accrocher, essentiellement. Éventuellement, il y en a un qui va t'accrocher, puis là, on revient sur mon principe de longue traîne, où est-ce que t'es accroché dans un truc qui est du mainstream, mais une fois que t'es accroché, ploup, ploup, puis descendre jusqu'à temps que t'arrives à l'opinion un peu plus extrême. Puis c'est là que la radicalisation se passe, c'est là qu'il y a des mouvements de violence éventuellement idéologiques qui vont arriver. Fait que pour moi, tous ces trucs-là, c'est super inquiétant là, qu'il y a des agents. En fait, c'est inquiétant en deux parties, qu'il y a des agents étatiques qui bâtissent des outils pour créer des campagnes marketing coordonnées de ce genre-là. Mais aussi que les algorithmes favorisent tellement ce genre de discours-là qui crée de la colère, un peu des grosses émotions fortes, qu'au final, il y a des gens, des citoyens lambda qui deviennent intéressés à créer ce genre de discours-là pour essentiellement gagner des dollars en ligne payés par les fonds de créateurs TikTok, là, essentiellement. C'est horrible, c'est comme un monstre qui s'auto-nourrit, là. Il y a deux facettes à ce que tu dis. La première, bon, le fait que je trouve partie des gens qui veulent faire de l'argent avec ça. C'est un peu l'univers où les gens vont se sentir légitimés de donner des opinions. En plus, ils peuvent se faire payer en plus ou véhiculer l'opinion de quelqu'un d'autre puis se faire payer, ils vont le faire. Fait que pour moi, c'est une économie qui est très. Je suis très perplexe par rapport à ça. C'est pas des environnements que je connais. Et je peux pas. Moi, je me ferais pas payer pour aller de la bullshit sur Internet. OK. Mettons que c'est 20 000 $ par mois. T'es-tu tenté? Parce que c'est ce genre de niveau d'income-là que les gens ont. Là, je pensais que c'était genre des affaires beaucoup plus basiques. C'est genre. Parce que, tu sais, il n'y a pas tant d'argent. Une vidéo virale, ça peut être 30-40 000 $ que tu reçois, là. Pour dire que on va prendre la chose que là, l'antivirus va tous nous tuer dans les 2 prochaines semaines. Puis j'aurais 40 000 $ en faisant un vidéo très virale sur ça qui est amplifié par le promoteur qui est en arrière de ce plan-là. Pas tout, mais c'est surprenant les niveaux de revenus. Là. Comme, mettons que tu es payé par une compagnie tech pour passer un discours ou un parti politique. Ils vont te donner, tu peux recevoir facilement de 5 à 10 000 $ pour une série de publications. Genre 3 stories, 2 posts Instagram de 5 à 10 000 $. Après ça, une fois que tu as été payé pour cette publication-là, après, il y a les algorithmes qui vont aller pousser ton contenu. S'il y a beaucoup de réactions, l'algorithme le pousse à plus de gens. Tu es payé par views après. Si tu as 10, 15, 20 millions de views, c'est payant. Là. Puis après, une fois que tu as ce nombre de views-là, est-ce que tu as des followers? Tu peux monétiser le reste de ton compte. Tu peux faire une pub de VPN pour un autre 10 000 $. Tu peux faire une autre vidéo virale pour une couple de milliers de plus. Ça va vite, là. Comme il y a des gens qui font des fortunes en ligne sur ce genre de trucs-là. Oh, ça m'impressionne beaucoup. J'ai toujours été très perplexe par rapport à ça. Je fais un crush parce que j'ai eu comme un flash pendant que tu parlais. Toute la gang de rebelles médias, ces affaires-là qui sont alimentées justement par ces algorithmes-là, parce que ça ressemble beaucoup à ce que tu dis. Les autres sont financés notamment par des intérêts plus de la droite au sens que tu la mentionnes, mais peut-être aussi plus maguistes ou russes, essentiellement. Ça. Oui, Sam, c'est intéressant. On voit ta bouche bouger, mais on t'entend pas. Sam, il pense, il réfléchit. Voilà, vous m'avez trigger, là. C'est parler de mon ami.
Rebel News, c'est quand même intéressant. C'est une... Avant d'être un média, c'est une compagnie de sociofinancement. Chaque sujet qui existe, écoute, faites une recherche, là, il faut que je retrouve là, son courriel, là, mais le courriel de Ezra Levant, là, le fondateur de Rebel News, si tu fais une recherche inversée pour les noms de domaine qu'il a enregistrés, il y en a des dizaines et des dizaines. Je pense que ça doit être une des personnes avec le plus de noms de domaine enregistrés. Parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, il enregistre un nom de domaine, il fait une landing page pour récolter des noms, récolter des adresses courriels, récolter des noms. Là, pendant un bout, c'était Omar Kader qui avait reçu de l'argent parce que le gouvernement l'avait laissé à Guantanamo alors que c'était un enfant soldat. Ben ça a créé du scandale dans certaines parties du pays. Fait que là, il y avait un site web, je sais pas moi, Omar Kader est un terroriste, par exemple. Peu importe c'est quoi qui se passe, là, qui suscite la colère, machin, il va y avoir quelque chose. Il y avait plein d'affaires anti-masques, anti-vaccins, anti-ci, anti-ça pendant la pandémie. Là, ça va être des trucs sur d'autres sujets. Là. Fait que, c'est tout le temps avec un vers la droite, mais fait que, cette personne-là a récolté beaucoup de noms. Pendant un bout, j'étais inscrit à leur infolette, mais il y en avait trop, fait que j'ai arrêté parce que j'étais pas capable de les lire. J'en avais déjà celles qui m'intéressent, que j'ai pas le temps de toutes lire. Fait que là, en plus, lire ça devient un peu trop. Mais c'est hallucinant, là. Je veux dire, t'en as de l'infolette, puis vous devez nous payer, puis on a besoin d'argent pour telle affaire, puis donnez-nous un peu d'argent pour pouvoir vous dire la vérité. Tout ça. Fait que, il y a une grosse partie de leur argent qui est vraiment c'est ça, une compagnie de socio-financement perpétuel. Monsieur Levant est extrêmement rapide sur la poursuite judiciaire, donc je vais faire très attention. Il n'est pas impossible, allegedly, que peut-être certaines autres entités financent aussi, comme si une compagnie privée peut recevoir de l'argent de n'importe qui. C'est ça, il y a quand même certains, je veux dire, Rebel News n'a pas encore rencontré une compagnie pétrolière qui aimait pas. Là. Fait que, ça se peut très bien que l'industrie pétrolière finance un petit peu leur truc. Puis c'est très cynique, là. C'est vraiment, ça me fascine parce que Ezra Levant est un homme juif, mais c'est associé avec des antisémites notoires et ouverts depuis la publication de Rebel News. La quantité d'ex ou futurs néo-nazis qui sont passés par cette publication-là, c'est assez hallucinant, là. Fait que soit c'est le plus mauvais juge de caractère ou le juge, le plus mauvais intervieweur en entrevue d'embauche de l'histoire du pays, ou il a décidé qu'il s'en foutait tant que ça s'en allait dans sa ligne, puis que ça allait être payant, puis qu'il allait passer ses idées de droite. On va taper sur Zima, mais principalement, c'est pipeline, pas de taxes. C'est ça le core là, du programme. Là. Fait que, c'est intéressant parce que cet écosystème-là, parce que il y a eu quand même plusieurs scandales qui sont sortis dans les médias là-dessus. À une certaine époque, c'était dans dans la partie de ce que j'écoutais un peu. Je faisais un peu, j'ai moins de temps, là, mais je faisais comme toi, Sam, j'écoutais plein de choses bizarres, des choses de marginaux. Puis ça revient un peu, comme Catherine l'explique très bien, tu écoutes 2-3 vidéos, il y a quand même 8-9 ans de ça. C'était pas si pire, c'était pas si méchant que ça. C'est intéressant de voir ce qui se passe à droite. C'est intéressant de voir comment ces gens-là pensent. Puis bon, il y a des choses qui font du sens, il y en a qui en font pas. C'est correct. Ça a l'air d'être un peu manière, tu glisses. Là, tu fais ouais, non, là, ça commence à être moins bon. Fait que là, moi, je reviens au centre, à ce temps-là. Parce que quand c'est trop, quand je suis saturé de ces conneries-là, je débarque. La même chose à gauche aussi, même chose peu importe les sujets, quand les algorithmes me poussent trop loin, je sature puis j'arrête. Ce qui fait que mes algos sont complètement fuckés parce que j'embarque dans des tracks parce que je suis comme maladivement curieux. Jusqu'à temps que ma curiosité soit saturée puis que je dois aller me promener les pieds nus dans l'herbe, là, j'arrête puis j'abandonne le sujet parce que j'atteins mon seuil. J'atteins mon seuil. C'est un peu comme ça, mais c'est intéressant de voir. C'est un média canadien, c'est ça aussi qui est intéressant. Ce n'est pas qu'aux États-Unis que ces choses-là se passent.
Ça se passe ailleurs aussi. Il y a beaucoup de. Justement, justement, tu nous mets un peu de gazon, là. Prenons dans le gazon. Fait que ça, c'est intéressant, mais moi, j'étais toujours juste un curieux qui a navigué là-dedans, mais à vous parler, j'en apprends plus sur les stratégies qui nous mènent plus loin, qui, moi, n'ont pas fonctionné, mais qui doivent fonctionner chez énormément de gens qui sont hookés par des contenus soft pour arriver finalement à du contenu hard à un moment donné, puis les gens perdent complètement la carte, là, rendu là. Yeah. De toute façon, c'est follow the money dans tout ça, là, un peu, que ce que ça me disait. Lui, il s'en fout. Lui, tant qu'il y a de l'argent, il s'en fout. Là. Je pense que la conclusion, c'est que si on n'avait pas de morale, on aurait vraiment des belles maisons. Oui. C'est ça. Puis pour répondre à la question que tu disais, est-ce que je dirais non à 20 000 par mois si ça va contre mes valeurs? Moi, dans mon cas, c'est oui. J'accepte. Je refuserais le 20 000 parce que c'est contre mes valeurs. Puis, je suis pas capable de faire d'aller au-delà de ça. Je comprends, mais je sais qu'il y a des gens dans des situations où est-ce que 500 $ par mois, ce serait assez parce que c'est assez dur, puis c'est la différence entre être dans la rue puis tout, puis comme je comprends que si tu te payes vers une compagnie random pour, mettons, t'es une mom blogger qui a de la misère à payer les couches de ton enfant, puis une compagnie qui dit, peux-tu juste faire ce message-là, puis on va donner 500 $? Mais tu sais, peut-être que pour cette personne-là, c'est une différence assez cruciale pour que ça vaille la peine. Puis malheureusement, il n'y a pas de façon de traquer. Il n'est pas sponsorisé à 100%. Y a pas est-ce que c'est son opinion ou est-ce que c'est payé par quelqu'un? Who knows? C'est le genre de choses qui est omniprésent en ligne essentiellement. Non, je suis d'accord. Puis en même temps, c'est pas un jugement de valeur sur ces personnes-là qui acceptent ça parce qu'ils sont dans une position très, très difficile. Mais en même temps, je trouve ça à la limite odieux de ces compagnies-là d'user la misère des gens pour leur faire des gestes qui sont vraiment pour plusieurs contre leurs valeurs aussi, là, mais c'est juste parce que entre tes valeurs puis manger, des fois, manger prend plus de place, hein, on comprendra. Donc, de manipuler les gens sur ce principe-là, c'est excessivement odieux. Je pense qu'on va terminer là sur une note assez glauque, somme toute. Fait que ça termine l'enregistrement. On va continuer à parler un peu avec les gens qui alimentent le chat. Je trouve ça le fun. Malgré le match des Canadiens, il y a des gens qui nous ont... On a eu un pic de 6 personnes ce soir, considérant qu'il y avait un match live en parallèle. Je suis quand même content. Oui, puis je vais lever mon chapeau à tes followers qui ont été beaucoup plus assidus que les miens, en l'occurrence. Donc, clairement, Twitch est une meilleure plateforme pour nous que YouTube peut l'être, du moins pendant un match des Canadiens au minima. Bref, merci de nous avoir suivis dans cette aventure un peu glauque. Comme on fait d'habitude, on finit toujours basculer sur des aspects humains qui sont un peu moins agréables, mais je crois important qu'on discute, qu'on amène dans l'espace public justement pour qu'on fasse un monde meilleur. Et Catherine a martelé largement le fait, allez voir vos élus, faites des choses, c'est effectivement le chemin en tant que pays démocratique qui nous sommes à disposition pour nous amener dans un monde meilleur et de pas se transformer comme les Américains sont en train malheureusement de se transformer.